Le tarot, en fait, il y a 3 éléments qu'il faut, je pense, absolument prendre en compte quand on pense au tarot traditionnel qui est devenu le tarot de Marseille. C'est un jeu qui invente la notion d'atout. Et la notion d'atout, elle se présente au départ comme triomphe. Donc, ce jeu va être obligé de représenter ce qui peut triompher de tout le reste, et en particulier des royaumes représentés par le roi de... C'est pas pique, cœur, carreau, trèfle, c'est coupe, denier, bâton, épée. Donc, qu'est-ce qui peut triompher de tous les royaumes? Première question. Deuxième question, le tarot vient d'une époque qui est obsédée par le salut de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est que le salut de l'âme? C'est quand même l'idée qu'on va faire des choses dans cette vie qui vont permettre qu'on ne meure pas d'une manière ou d'une autre. Alors, dans les traditions, dans les religions du livre, ça consiste à aller au paradis. Et ensuite, c'est une époque qui a évidemment pas la profusion d'images qu'on a, où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, et où donc un certain nombre de grandes idées, de grandes vertus, de grandes notions qui organisent l'existence humaine individuelle et collective se représentent sous forme d'allégories, comme la justice, la tempérance, la prudence, etc., etc. Donc quand on a ces 3 éléments en tête, c'est pas étonnant en fait d'imaginer que des gens qui veulent fabriquer un jeu de cartes qui séduisent le public puissent y mettre une organisation numérologique, symbolique, de résonance visuelle entre les cartes, de cohérence entre le chiffre, le mot et l'image, qui en fait est inspiré de ce qui est disponible à ce moment-là. Donc les best-sellers de l'époque, c'est la Bible, les romans de chevalerie et les triomphes de Pétrarque. Le paysage que tout le monde peut regarder et que les graveurs de moules, puisque le tarot se grave, s'imprime à partir de moules de bois gravés. Les peintres, les dessinateurs, ils ont comme paysage de base l'art roman, les cathédrales, les églises. Donc l'art religieux, il est partout. Et c'est très intéressant parce qu'on a un répertoire commun qui va aussi bien être celui des enseignes de taverne que des livres d'emblèmes ou de l'illustration des livres moraux, que des jeux de plateau et des jeux de cartes, comme le jeu de loi, le biribi, enfin tous ces jeux de plateau qui peuvent relever de la roulette ou du jeu de parcours. Et tout ça va constituer un vocabulaire qui navigue entre le profane et le sacré, entre le commercial et le moral. Donc on peut très bien avoir par exemple l'image d'un soleil qui serve d'emblème à une taverne ou qui serve dans un emblème moral à montrer le papillon qui va se brûler à la flamme ou Icare qui veut s'approcher du soleil. Et puis ça devient aussi d'une façon ou d'une autre le soleil du tarot. Donc cette espèce de vocabulaire entre le sacré et le profane, entre le moral et le ludique, il est là culturellement, en fait on pourrait dire, dans cette renaissance française qui voit la naissance des tarots de Marseille, puisque les premiers tarots sont en principe, enfin qu'on le sache, italiens, qui sont des tarots du XVe siècle, mais le moment où le standard du tarot artisanal français s'impose, le plus ancien tarot de Marseille conservé entier, dit du standard de Marseille, date de 1639, si je ne me trompe pas. Donc on peut imaginer qu'on va 50 ans en arrière et qu'on trouve déjà des tarots du standard de Marseille. Une autre chose très intéressante, c'est qu'au cours du XVIe siècle, dans les années 1500, il y a une floraison de jeux qu'on connaît assez bien, qui ne sont pas du standard de Marseille, comme le Catelin Geoffroy, le tarot dit anonyme de Paris. Et là, on a des jeux où on retrouve ce qui va être une tendance lourde à notre siècle aussi, c'est-à-dire qu'en gros, si on ne se structure pas sur un modèle philosophique, moral ou spirituel, eh ben, on va se structurer sur l'obscénité. Et donc, il y a énormément de tarots qui montrent des scènes un peu louches, un peu obscènes. Il y a un tarot proche du standard de Marseille, qui est celui de Jean Noblet, où on voit des phallus à peu près partout, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que nos ancêtres étaient plus prudes que nous. Mais curieusement, c'est un standard beaucoup plus chaste qui va remporter la mise, puisque le tarot de Marseille à proprement parler, qu'il ait été fabriqué à Lyon, à Avignon, à Paris, puisque en fait l'appellation de Marseille n'est pas vraiment une appellation de provenance originelle. C'est l'endroit où ces tarots ont été imprimés massivement à partir du XIXe siècle. Ce tarot dit de Marseille est un tarot assez chaste et qui manifestement puise son inspiration plutôt dans les romans de chevalerie, plutôt dans l'imagerie romane, plutôt dans un fond
disons, populaires et religieux du Moyen-Âge. Donc comment est-ce que ces allégories ont encore aujourd'hui la force de nous parler de nous-mêmes? Quand on y réfléchit, c'est pas très compliqué en fait. C'est-à-dire que si on prend les choses non pas d'un point de vue historique ou d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue même sociologique, mais qu'on les prend d'un point de vue profondément anthropologique, où la question du sens de la vie rentre en ligne de compte, on va s'apercevoir qu'un grand mythe ou un poème d'une profondeur particulière ou un message fondamental des religions, quelle que soit notre orientation religieuse par ailleurs, va nous toucher parce qu'elle nous parle de la question de l'être. Elle nous parle de la question de ce qu'on fait ici sur cette terre. Elle nous parle des aspects de nous-mêmes qui ne sont pas soumis au changement d'époque, au changement de culture, au changement de mode, on pourrait dire. Et le tarot, il a cette vertu-là. En fait, c'est assez mystérieux ce qui se passe avec le fait que le tarot de Marseille va s'imposer comme étant le préféré des joueurs. On a des exemples équivalents, par exemple au Mexique, dans l'apparition des loteries de figures au XIXe siècle. Il y a une loterie qui s'appelle la Campechana, qui va avoir 100 numéros, qui est plus proche des loteries traditionnelles italiennes. Et puis il y a un fabricant de boîtes de conserve qui s'appelle Clément Jacques, qui fait une loterie inspirée d'une loterie française, dite la loterie du coq, puisque c'est l'emblème de la France. Et aujourd'hui, quand on parle de loterie mexicaine, c'est de celle-là qu'on parle. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi un jeu imprimé va se vendre à plus d'exemplaires qu'un autre. Il est probable qu'il y a des raisons économiques qui font que la France prend le dessus vers la fin du XVIe siècle dans la fabrication des cartes à jouer, en raison d'un certain nombre de troubles politiques entre l'Italie et l'Espagne. Donc que la fabrication des jeux de cartes se concentre plutôt en France, avec des poches libres d'impôts dans les territoires avignonnais, qui relèvent de la papauté, et puis avec des copieurs. En Suisse, on a aussi des tarots suisses pour échapper à l'impôt, puisque évidemment, comme c'est encore le cas aujourd'hui, l'État imposait les jeux. Qu'est-ce qui fait que c'est le tarot dit du Standard de Marseille qui va rafler la mise ? C'est la même question qu'on peut se poser sur les jeux vidéo aujourd'hui, ou sur pourquoi dans ma génération, dans mon enfance ou ma jeunesse, les enfants se sont passionnés pour les Tamagotchi, ou pourquoi est-ce que nos enfants aujourd'hui sont amoureux de jeux avec ces petits personnages là qui s'appellent Pikachu, et je ne sais même plus comment ça s'appelle, où il y a des centaines et des centaines d'animaux et de créatures bizarres dont ils retiennent les noms. La réponse, c'est qu'on ne sait pas en fait. Alors il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui est la théorie d'une grande Jungienne qui est Marie-Louise von Franz, qui dit que les jeux qui vont acquérir une popularité, un succès dans l'humanité, se trouvent être, c'est très jungien comme idée, hein, c'est une idée qui n'est pas prouvée, les jeux qui représentent de la manière la plus frappante les relations entre l'être humain et le cosmos. Et effectivement, quand on regarde des tarots qui auraient pu être les concurrents du tarot de Marseille, le tarot anonyme de Paris, le tarot de Catelyn Geoffroy, même le tarot de Jacques Viéville, qui sont des tarots beaucoup plus individuels, où on sent qu'il y a un artiste, il y a un dessinateur, il y a un graveur de moules, qui a envie de montrer des choses particulières, et peut-être même initiatiques selon une certaine école ou selon les enseignements d'un certain maître. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans la tête de ces gens qui fabriquent des jeux de cartes. Mais il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas plusieurs tarots dans la lignée du Viéville. Il n'y a pas plusieurs tarots dans la lignée du Catelyn Geoffroy. Et à un moment donné, le plus ancien tarot de Marseille, conservé entier qu'on connaisse, a été vendu récemment aux enchères, pour 50 000 € d'ailleurs. Ça prouve que le tarot est devenu quand même un objet qui a un intérêt pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que pour acheter un jeu de cartes 50 000 €, il faut avoir pas mal d'argent. C'est la valeur symbolique. La valeur symbolique, et puis peut-être, n'oublions pas qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant de l'existence du tarot. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui s'est rendu compte que le tarot était un objet intéressant. Je ne sais pas très bien en fait ce qui a pu se passer. Parce que de l'avis de tous les collectionneurs de cartes que je connais, c'est la première fois qu'un jeu de cartes se vend aussi cher. Moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, qui est que nous vivons dans une époque où nous sommes assaillis d'images. Où maintenant, enfin, par rapport à il y a encore 15 ans, tout le monde peut faire des photos de tout et n'importe quoi et les publier instantanément. Et évidemment, énormément de ces images sont complètement dénuées de sens, en fait, et dénuées de substance.
elles n'ont comme unique justification que la volonté d'exister et de témoigner de leur propre existence des gens qui les prennent. Donc, entre l'existence qui est éphémère et complètement soumise à la naissance et à la mort, et l'être qui relève de l'espace dans lequel nous pouvons devenir, selon une très très belle formule de Georges Ivanovitch Gurdjieff, des collaborateurs de la vie, de la grande vie qui nous a précédés et qui nous survivra, il y a une différence de niveau extraordinaire. Dans la mesure où les allégories du tarot représentent des étapes ou des qualités qui prétendent représenter en 22 étapes comme une sorte d'alphabet énergétique, on pourrait dire, toutes les possibilités du cheminement de l'être humain, il y a une vocation de ces images à être des images universelles. Donc, même si elles ne relèvent pas de l'imagerie religieuse en tant que telle, on ne peut pas dire de l'art en tant que tel, parce qu'à l'époque où le tarot était gravé et imprimé au XVIIe, au XVIIIe siècle, cette distinction entre l'art artisanal et l'art individuel, elle n'existait pas en fait. La frontière n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais ces représentations ont vocation, pour que les joueurs les adoptent, à représenter quelque chose qui va concerner tous les joueurs. Alors évidemment, dans la carte numéro 21, le monde, le tarot de Marseille dit de type 2 fait danser une femme nue. Parce qu'il est probable qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes parmi les joueurs et qu'on pensait qu'on allait peut-être vendre plus de cartes en mettant une femme nue à la place du Christ qu'un bonhomme avec une barbe et une cape. C'est peut-être ça qui a fait que le type 2 du tarot de Marseille a fini par triompher. C'est possible qu'il y ait un aspect, on pourrait dire, vénal ou sexuel ou hormonal dans le triomphe de ces images-là. Mais ce n'est pas le seul élément. Et cet élément, il est que quand on a l'image de ce battleur qui joue avec des objets sur sa table, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous avec des objets sur sa table. Quand on a cette carte très mystérieuse qui s'appelle la papesse, et qui est quand même l'image de la dignité, et qui n'est donc pas une représentation de la papesse Jeanne en train d'accoucher par accident pendant une procession, puisque tel est le mythe de la papesse Jeanne avec un livre dans les mains, on a l'image de n'importe qui d'entre nous avec un livre dans les mains, etc., etc., etc. Et les corps nus que nous présente le tarot sont des corps masculins, des corps féminins, des corps jeunes, des corps âgés, des corps pour certains sans distinction sexuelle, comme par exemple le corps qui surgit de la tombe dans la carte numéro 20. Donc il y a énormément d'espaces qui sont libres de tout saut d'une individualité forte. Et donc ces images simples nous donnent un écran de projection efficace. Alors que par exemple le tarot de Jean Noblet, où il y a des phallus partout, il est très amusant, aujourd'hui on le regarde, ça m'amuserait beaucoup d'en faire rééditer une version en noir et blanc pour que les gens puissent le colorier à leur guise, mais enfin c'est évidemment un tarot dans lequel il y a un commentaire sous-jacent. Il y a une neutralité dans les tarots du type de Marseille, qui est la même neutralité qu'on trouve en fait dans toutes les formes de l'art artisanal. Et moi j'aime beaucoup l'idée que l'art artisanal est sacré de lui-même et par lui-même, non pas parce qu'il serait un sujet sacré, mais parce qu'il représente l'effort d'un certain nombre d'artistes ou d'artisans de reproduire avec le moins de bruit individuel possible un standard de représentation qui leur préexiste. Donc il y a une humilité dans le geste créatif, et en même temps il y a toujours une part d'individualité. Et donc cet effort individuel mêlé à cette humilité de dire je suis un maillon d'une chaîne, qui nous renvoie vraiment aux bâtisseurs de cathédrales, enfin à toute cette dimension sacrée du travail, et d'un travail humble et au service, pour moi en soi est un des garants de l'intérêt qu'on peut trouver aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui dans un monde sursaturé d'affirmations individuelles narcissiques, aux images du tarot.